Bonsoir à tous. Nous vous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne. Et nous vous défendons. Ce sont les propos tenus ce matin par Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen. L'une des phrases fortes du président ukrainien qui a ensuite participé à un sommet extraordinaire avec les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Alors comment cette Union européenne peut-elle être au mieux aux côtés des Ukrainiens ? Faut-il envoyer plus d'armes, envisager la livraison de chars ou d'avions de chasse? Faut-il accélérer le processus d'adhésion et permettre à l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne? Et ce qui se passe ces derniers mois, va-t-il relancer l'idée d'une défense européenne ou bien notre sécurité est-elle définitivement une question qui relève de l'OTAN? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir dans Plus d'actu. Voilà, et pour commenter cette actualité, deux invités. Philippe Lamberts, bonsoir, vous êtes député européen, vous étiez donc dans l'hémicycle ce matin pour entendre Volodymyr Zelensky. Vous êtes coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Et Alain Denève, politologue de formation, aujourd'hui chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Et vous suivez notamment toutes les questions liées à l'armement et aux innovations technologiques en matière de défense. Philippe Lamberts, pour commencer, on a parlé d'une visite historique aujourd'hui. C'est le terme qui a été employé. C'est un qualificatif que vous reprendriez, vous qui avez entendu son discours? En tout cas, c'est une visite à forte portée symbolique. On avait déjà entendu Volodymyr Zelensky en plénière, mais c'était à distance, ce n'était pas en présentiel. C'est la première fois qu'il mettait les pieds dans l'hémicycle et c'était extrêmement émouvant, évidemment. Et son discours était très fort parce qu'il se présentait non pas comme demandant à faire partie de la famille européenne, il disait « nous faisons partie de la famille européenne » et cette agression est une agression contre l'idée même qui porte l'Union européenne et en cela, il a raison. Il y a eu une ovation debout au moment où il est entré, au moment où il était sorti. Lui-même a applaudi les Européens aussi, à plusieurs reprises. Absolument. Et il nous a appelé à applaudir avec lui toutes celles et ceux qui défendent l'Ukraine, y compris au prix de leur vie. Et oui, c'était vraiment un moment émouvant et ça nous rappelle ce qui est en jeu aujourd'hui dans cette guerre d'agression en Ukraine. Alors, je me tourne vers Alain Denève. Un chef de gouvernement d'un pays en guerre, en plein conflit, qui se déplace à l'étranger, c'est assez rare. C'est quoi? C'est un signal aux Européens, aux Ukrainiens, aux Russes, le tout à la fois? Je dirais le tout à la fois, effectivement. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky réitère en fait sa recherche de soutien. C'est quelque chose d'essentiel pour lui parce qu'il a également, je dirais, des commandes à faire passer, des demandes à faire passer. Et il est essentiel pour l'Ukraine de réitérer ces demandes et d'insister sur la livraison du matériel qu'il recherche. Après, au-delà de ça, il y a bien sûr la portée symbolique de ces interventions et qui sont également à l'adresse de Poutine. Ouais, on reviendra dans un instant sur les demandes précises en matière d'armement de Volodymyr Zelensky. Je vous propose qu'on entende quand même Volodymyr Zelensky, comme ça on pourra en discuter juste après. On va entendre deux extraits de son discours, c'était donc ce matin au Parlement européen. Je me présente devant vous aujourd'hui pour défendre cet accès à cette maison, cette porte d'entrée. Tous les Ukrainiens, quel que soit leur âge, leur conviction religieuse, leur statut social, tout le monde chez nous partage cette volonté. Nous avons toutes et tous des histoires différentes, mais nous avons une histoire commune, c'est celle de l'Europe. Nous sommes Européens. Le mode de vie ukrainien, le mode de vie européen sont remis en danger. Pourquoi essaie-t-on de les annihiler par une guerre totalitaire ? Parce qu'une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera, le vôtre, celui des 27 États de l'Union européenne. Votre mode de vie disparaîtra après le nôtre. Nous ne devons pas permettre ceci. Nous ne voulons pas perdre du temps, nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas perdre les acquis de l'Europe. Nous voulons que l'Europe reste l'Europe. Et ceci n'est possible que tant que nous restons soudés, vous et nous, que nous entretenons l'Europe, que nous la nourrissons et que nous nourrissons son mode de vie. Encore une fois, merci. Et je vous invite toutes et tous en Ukraine. Gloire à l'Ukraine, gloire aux Ukrainiens.
Alors, je me tourne vers vous, Philippe Lambert. Vous faisiez partie de cette assemblée qui a longuement applaudi Volodymyr Zelensky. Nous sommes tous des Européens, les Ukrainiens sont des Européens. C'est pas une surprise, hein? Non, pas du tout. Je crois que l'aspiration... Vous attendiez à ce discours-là? Eh bien, honnêtement dit, je m'attendais à un discours peut-être un peu plus similaire à ce qu'il a fait à la Chambre des députés britannique, c'est-à-dire venir avec des demandes spécifiques. Et en fait, ici, ça a été plutôt l'affirmation que nous sommes tous Européens et que ce qui se joue maintenant en Ukraine, c'est la défense des valeurs européennes, du mode de vie européen, de ce qu'on a construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il a aussi dressé une sorte de ligne de démarcation, hein, avec d'un côté l'Union européenne, les valeurs de démocratie, de tolérance, de différence. Et puis de l'autre côté, la Russie et les tyrans. Il avait affirmé même que les dirigeants russes, pour eux, la vie humaine ne comptait pas et que les citoyens russes étaient de la chair à canon. Eh bien, je crois que c'est juste l'affirmation d'un fait observable. Je veux dire, Vladimir Poutine va vider les prisons, va mobiliser des gens qu'il envoie, et on le voit sur le front de Bakhmout, où il envoie les gens au casse-pipe en se disant, à force, le nombre fera que nous les submergerons. Mais donc, c'est vrai que le régime russe a fait la démonstration, mais ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas à l'époque de l'Union soviétique et avant ça de l'Empire russe, qu'en effet, le citoyen, on ne peut même pas l'appeler citoyen, le russe est fait pour aller se faire trouer la peau, quoi. Alors, je vais me tourner vers Alain Denève. Je vais peut-être mentionner une phrase de Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement, qui a appelé les États membres donc, à considérer rapidement la fourniture de systèmes de longue portée et de jets pour protéger une liberté, etc. Ça veut dire quoi? Les demandes de Volodymyr Zelensky, même s'il ne les a pas formulées, effectivement, aujourd'hui dans le Parlement européen, il vient chercher quoi dans ce voyage? Il vient chercher les moyens de pouvoir résister à ce qui s'apprête à être une contre-offensive russe d'ici le printemps. Les renseignements britanniques confirment en fait un certain nombre de préparatifs. On le voit d'ailleurs sur le terrain. La Russie est en train d'engager ses forces au nord-est, notamment dans le cadre de cette contre-offensive. Et le président ukrainien a besoin de ce type d'armement pour, en tout cas, au minimum, résister. Ouais. Ce type d'armement, on peut être précis, on a beaucoup parlé des chars ces dernières semaines, donc il y a des livraisons qui sont en cours. Ça prend combien de temps pour pouvoir recevoir un char, former les militaires qui vont être dessus, l'équiper? Il faut plusieurs semaines, plusieurs mois? Ici, on parle d'entre 2 et 3 mois. Les Américains, eux, se sont montrés un peu plus réticents et parlent les chars Abrams, ils arriveront plus tard. Oui. Mais pour les chars Léopard qui ont été promis, en tout cas la char Léopard 2, j'insiste bien, il s'agirait d'une livraison dans les 3 mois. Il y a des chars Léopard 1 qui sont en train d'être remis en état et qui pourraient peut-être être déployés plus rapidement. Mais les chars Léopard 1, ils datent des années 60. Effectivement. C'est un matériel qui ne fait pas la différence face aux chars russes qui vont se retrouver en face. On parle beaucoup de livraison d'avions. Alors, pour la Belgique, Alexander De Croo a tout de suite dit aujourd'hui, les F-16 belges, on en a besoin. Ils sont soit avec l'OTAN, soit avec la défense. On ne peut pas en donner. Mais d'autres pays vont livrer des avions de chasse à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, tout d'abord à la première question, savoir quels sont les pays qui s'apprêteraient à livrer de tels avions. Bon, plusieurs pays, les Pays-Bas par exemple, se sont montrés ouverts à la question. Les Britanniques également. Maintenant, il n'y a pas de décision formelle parce que effectivement, là, on va sur la raison de ce matériel. C'est que ce matériel est un matériel de projection de force avec une puissance de feu qui pourrait concerner le territoire russe si jamais il devait être possédé par les Ukrainiens. Donc là, on n'est plus dans une livraison d'armes purement défensives, on est dans quelque chose qui peut... Mais c'est aussi l'intérêt des Ukrainiens de pouvoir mener des contre-offensives, et y compris peut-être d'avoir des bombardements en territoire russe pour toucher des bases arrières. À un moment donné, en matière de stratégie, il est vrai que l'idée, c'est de frapper l'endroit d'où partent en fait la puissance de feu russe. Donc effectivement, et on l'a vu par le passé, il y a eu déjà quelques tentatives ukrainiennes de frapper les bases militaires russes sur le territoire russe. On peut comprendre la préoccupation du président ukrainien d'attaquer en amont. Alors je me tourne vers Philippe Lambert. Cette idée de fournir des missiles qui peuvent être longue portée ou des avions de chasse, c'est quelque chose avec laquelle vous êtes à l'aise, ou c'est le pas de trop à pas franchir pour ne pas que ceux qui fournissent ces armes soient en
considéré comme co-belligérant et en opposition frontale avec la Russie? Alors c'est sûr que le discours de Vladimir Poutine, c'est que s'il est en grande difficulté en Ukraine, c'est qu'il ne mène pas une opération spéciale contre l'Ukraine, mais bien contre l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui en veut à la Russie. Donc évidemment, tout geste... Si des armes occidentales venaient à être utilisées sur le territoire russe, ça accréditerait l'histoire qu'il raconte aux Russes. Et donc... on veut éviter ça, on veut éviter de lui donner des excuses, en fait. Jusque maintenant, en tout cas, je constate que les Ukrainiens qui ont reçu notamment de l'artillerie à longue portée, qui, si elle est stationnée aux frontières de l'Ukraine, permet de frapper déjà dans le territoire russe, ils sont abstenus de le faire. Et donc, ça fait partie du deal, sûrement, lors de la livraison de ces armes. Hein. Mais en tout cas, je constate qu'ils s'y tiennent. Et donc, jusque maintenant, en tout cas, notre partenaire ukrainien s'est montré fiable dans la manière dont il utilisait les matériels qu'on lui fournit. Mais quand Roberto Metsola, donc la présidente du Parlement, appelle à fournir des avions ou des armes de longue portée, elle franchit un pas. Elle essaye d'entraîner les chefs de gouvernement Alors, il y a une résolution européenne du Parlement européen qui, sur cet aspect-là, nous ne l'avons pas voté. Donc cet aspect-là, en tout cas, le groupe que je préside n'a pas soutenu cet article-là de la résolution, mais une majorité la soutient. Donc elle pouvait dire cela au nom du Parlement, puisqu'une majorité du Parlement a cette position-là. Ceci étant, il faut aussi relativiser. Le Parlement, là, exerce le ministère de la parole. La décision ne nous appartient pas, donc on peut exprimer une opinion, mais s'exprimer ne coûte pas grand-chose. Ouais. Alain, mais on observe quand même un changement d'attitude. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même eu, dans les premiers mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une attitude très réservée. On livrait pas beaucoup de matériel, des munitions, et on faisait très attention à ce qu'on livre. Aujourd'hui, on livre des chars Léopard, bientôt des chars Abrams. On envisage la livraison d'avions. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les menaces de riposte de la Russie, on n'y croit plus trop et donc on s'autorise à monter progressivement en gamme dans le matériel que l'on fournit. Il y avait peut-être aussi une raison cynique au départ, c'est qu'on pensait sans doute au début des opérations que l'affaire était pliée pour l'Ukraine. Et donc dans les premiers mois, effectivement, on a attendu de voir un peu ce qui se passait sur le terrain. Après, on a vu en fait qu'il y avait effectivement de l'impréparation du côté russe, appelons un chat, des difficultés logistiques, mais et surtout, l'Ukraine montrait une grande résistance. C'est la raison pour laquelle, progressivement, on est allé vers une aide militaire par palier, toujours plus développée, qui répondait davantage aux demandes de l'Ukraine. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade, malgré tout? Est-ce qu'il y a un moment où, à force de s'armer, avoir de plus en plus de munitions, on risque d'avoir un incident qui peut faire déborder le conflit sur un autre État qui serait membre de l'OTAN ou membre de l'Union européenne? C'est un risque qu'on doit considérer ou pas? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Tout d'abord, la principale escalade, c'est d'abord l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est un événement qui ne s'est plus produit depuis 1945. Après, dans le cadre de ce conflit, on a vu Vladimir Poutine, lancer un certain nombre d'alertes destinées à impressionner... Y compris des allusions à l'arme nucléaire. Des allusions à l'armement nucléaire. On a vu qu'il s'agissait essentiellement, et c'est en même temps normal, de gesticulation diplomatico-stratégique, qui fait que progressivement, les Européens se sont dit qu'il y avait une marge de manœuvre dans laquelle on pouvait opérer pour appuyer l'Ukraine sans être partie prenante dans ce conflit complètement, je dirais. Ouais. Votre opinion là-dessus, Philippe Lambert? Il faut aider l'Ukraine parce que c'est en aidant l'Ukraine qu'on peut soit l'aider à gagner la guerre, soit la mettre dans une position de force favorable pour entamer des négociations diplomatiques? Alors, de toute manière, il est clair que ce conflit se terminera à une table de négociation. Je veux dire, une capitulation sans condition à la de 1945 de la part d'une puissance nucléaire, je pense que c'est inconcevable. Et donc, ce serait à une table de négociation. Mais il faut évidemment que l'Ukraine arrive à cette table de négociation en position de force, et c'est là tout le sens de l'aide militaire que nous apportons à l'Ukraine. Ouais. C'est en effet, il faut que l'agression ne paye pas. Ouais. Alain Denay, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'irai même peut-être plus loin. Il y a peut-être matière aussi avec ce conflit à réinventer, je dirais, ce qu'on appelait à l'époque une architecture de sécurité européenne. Un certain nombre de traités, d'accords en matière de contrôle des armements ont été complètement défaits, à la fois par la Russie et par un manque, je dirais, de compréhension et d'entente stratégique. Il est temps de remettre ça sur la table, très certainement,
au moment opportun. Alors, je me retourne vers Philippe Lambert. Je voudrais qu'on parle peut-être du processus d'adhésion éventuel de l'Ukraine à l'Union européenne. Parce que la présidente du Parlement, Roberto Metsola, y a fait très clairement allusion ce matin. Elle a dit qu'il fallait honorer le sacrifice du peuple ukrainien, non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Et elle a ajouté, ça passe entre autres par une procédure d'adhésion à l'Union européenne la plus rapide possible. Alors, on sait déjà que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est aussi assez favorable à l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est envisageable, et c'est envisageable que ça aille vite, ou c'est peut-être pas le moment? Alors, dans la phrase de Roberta Metsola, il y a le mot rapide et il y a le mot possible. Et donc, oui, je pense qu'il était important que nous envoyions un signal, et c'est vrai qu'on a un peu tordu les règles en reconnaissant très rapidement le statut de pays candidat à l'Ukraine, mais c'était essentiellement un facteur, je dirais, de soutien psychologique. Autrement dit, on a affirmé une perspective réelle d'adhésion à l'Union européenne. Ceci étant, adhérer à l'Union européenne, ce n'est pas la même chose qu'être candidat. Et donc, ça exige énormément d'adaptation de la part de l'Ukraine. Tout le monde sait bien que c'est un État où les oligarques règnent en maître, où les médias ne sont pas indépendants, rongés par la corruption. Et donc, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, dire on oublie tout ça et on vous donne votre ticket d'entrée. Donc, ça va prendre du temps. Mais ce qui est sûr, et ça, c'est mesuré pas seulement par les politiques, mais aussi par les fonctionnaires européens qui sont sur le terrain, ils constatent en effet que les Ukrainiens cravachent. Ils cravachent. Volodymyr Zelensky, il a affermi ça d'ailleurs. On y travaille. C'est notre maison, on veut y entrer et on y travaille. Non, mais ça, c'est très clair. Et maintenant, c'est clair que l'agression de Poutine a poussé l'Ukraine dans les bras de l'Union européenne. Je veux dire, avant, on pouvait dire une partie de la population ukrainienne se sentait plus proche de la Russie que de l'Union européenne, mais l'agression a réglé la question. Et donc aujourd'hui, c'est clair que la perspective pour l'Ukraine, c'est d'adhérer à l'Union. Et on peut voir ça comme Européens, comme un poids dans le sens, il faudra poursuivre la solidarité financière, donc des transferts importants vis-à-vis de ce nouvel État membre, et même avant qu'il soit un État membre. Ouais. Mais l'Ukraine a aussi énormément à apporter à l'Union européenne. En termes, c'est d'abord un très grand pays. Je dis souvent l'Union européenne, c'est un confetti. Le confetti devient un peu plus grand avec un et puis pays c'est le grenier à blé de l'Europe. C'est le grenier à blé, ça tout le monde le sait. Ça a des réserves éventuellement en gaz et choses de ce genre-là. Mais oui, et c'est un pays, c'est une puissance industrielle aussi. Et donc oui, c'est un pays, en tout cas, s'il fait le choix résolu des valeurs européennes, et je crois qu'il le montre tous les jours, alors je pense qu'en effet, il faut faire en sorte qu'il puisse adhérer, comme je dis, le plus rapidement possible. Oui. Alors je vais vous pousser dans vos retranchements. Ça veut dire quoi, le plus rapidement? Ça se compte en plusieurs années? Oui, ça de toute façon. Ça, il ne faut pas espérer que ce soit bouclé. Je sais qu'ils souhaitent que ce soit bouclé cette année-ci, ou même en 24, mais ça, je pense que c'est un peu réaliste. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire entrer dans l'Union européenne un pays qui est en guerre? Ou ça, c'est compliqué? Alors ça, c'est une autre question. On a le problème actuel. Alors c'est un peu différent, mais là, Chypre est un État membre de l'Union européenne et une partie de son territoire est occupée par la Turquie, qui n'est pas un État membre. Et donc, on a un précédent. Je pense que si on voulait faire les choses dans l'ordre, il faudrait en tout cas, à tout le moins, que des négociations de paix aient été engagées pour qu'on puisse accueillir l'Ukraine. Mais je dis, les premiers critères, c'est d'abord les progrès que l'Ukraine fait en termes de respect des standards européens. Donc, droits de l'homme, indépendance de la presse, indépendance de la justice, etc. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, l'Ukraine, donc l'Union européenne, a une frontière commune avec la Russie. Ça, c'est un désaveu. C'est un désaveu pour Vladimir Poutine, qui voulait repousser la menace européenne plus loin. Effectivement, on l'a déjà. Donc avec les pays baltes, problématique ne se situe pas à ce niveau. Oui, voilà. Les pays baltes. La problématique ne se situe pas là. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment Vladimir Poutine a précipité ce qu'il cherchait à éviter et ce qu'il avait promis d'éviter à son peuple et à ses responsables. Oui. Alors il y a un dernier débat que je voudrais avoir avec vous, c'est la question de la défense européenne. Est-ce qu'elle a encore du sens? Est-ce qu'on y croit encore? Ou est-ce que ce qui vient de se passer ces derniers mois est plutôt la démonstration que notre système de défense, c'est l'OTAN, toujours l'OTAN et rien que l'OTAN? Est-ce qu'un jour on aura une défense européenne et on pourra se passer de l'OTAN? Ou est-ce que c'est la démonstration par l'absurde que c'est pas possible? Je vous dirais qu'on a déjà une défense européenne. Maintenant, cette défense européenne s'inscrit aussi dans le cadre de l'OTAN. Je veux dire, on a un pilier européen de défense au sein de l'OTAN. Maintenant, il est vrai que la particularité de l'OTAN, c'est d'avoir le parapluie américain. Au niveau de l'Union européenne, il y a effectivement des puissances nucléaires. Il y a un grand débat sur la question de la dissuasion nucléaire élargie. Est-ce que, pour expliquer, est-ce que la dissuasion française, elle compte
quand on attaque la France ou un pays membre de l'OTAN, par exemple? Alors là, c'est toujours une question qui reste un peu en suspens, avec parfois des signaux qui vont dans un sens et dans l'autre. Mais oui, il y a peut-être une dissuasion de facto. Mais en tout cas, celle qui est véritablement inscrite aujourd'hui, c'est celle qui existe dans le cadre de l'OTAN avec le parapluie nucléaire américain. La défense européenne, est-ce que c'est encore un sujet au Parlement européen, Philippe Lamberts? Mais je dirais plus que jamais, bien sûr, des États européens comme la Finlande et la Suède veulent rentrer dans l'OTAN. Pour l'instant, la Turquie c'est une organisation de défense, c'est la seule organisation de défense collective actuellement en place. Néanmoins, ce que ce conflit nous rappelle, c'est que nous avons vraiment intérêt à arrêter la gabegie de nos dépenses militaires qui, parce qu'elles sont totalement nationalisées, sont d'une inefficacité crasse. Et donc, je pense qu'on a réalisé qu'une guerre de haute intensité n'est pas une hypothèse farfelue et que donc, si nous voulons déjà tirer un maximum des dépenses militaires que nous faisons déjà aujourd'hui, sans même penser à les augmenter, mais déjà en obtenir pour votre argent, eh bien, il faut agir totalement ensemble. Il faut mutualiser un maximum de moyens. On le fait dans le domaine du transport aérien. On doit aller beaucoup plus loin dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine surtout des achats d'équipements. Et vous y croyez? Oui. Honnêtement dit, je pense que... Ça ne reste pas un primat national quand on parle de défense? Mais quelque part, ce qui nous aide, c'est que beaucoup de systèmes d'armes deviennent des projets qui coûtent très cher et qui dépassent la portée d'un seul État, fût-il grand, au sein de l'Union européenne. Et donc, je pense que nécessité va faire loi et que Poutine nous a rappelé que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et que donc, même s'il ne faut pas nécessairement augmenter de manière très substantielle nos dépenses militaires, il faut certainement les rationaliser pour en tirer le maximum. Alain Denève, on est au cœur de votre domaine de compétences. Les armes de demain, un État seul ne peut pas les financer, sauf peut-être les États-Unis. Il va falloir que les Européens se mettent tous ensemble. Ce sont souvent des programmes coûteux. Il faut une masse critique en termes d'achat, d'équipement, pour parvenir effectivement à développer la qualité technologique nécessaire et surtout la quantité nécessaire. Et permettre le développement d'économies d'échelle lorsque l'on achète des armements. Vous ne pouvez pas, aucun État aujourd'hui ne peut concrètement, peut-être à l'exception, je dirais, de la France ou de l'Allemagne, et encore, ne peut réellement développer un armement sans que ça pèse sur ses finances publiques. Et les armes de demain, on voit qu'il y a beaucoup de drones utilisés, par exemple, pour l'instant en Ukraine. Oui, il y a les armes de demain... Il y a énormément de domaines dans... On n'est pas encore, vous avez déjà des idées? Si, tout à fait. Il y a, en matière de systèmes autonomes, en matière spatiale, dans le spatial militaire, c'est par définition, ce sont par définition des domaines qui appellent de la coopération, de la multilatéralisation au niveau européen. Une dernière question. Les voyages de Volodymyr Zelensky, d'abord Washington, et puis ensuite, dans cette séquence, Londres, Paris et Bruxelles et l'Union européenne. Est-ce que c'est symbolique des soutiens militaires que l'Ukraine a appréciés? D'abord les États-Unis, ensuite Londres qui a beaucoup aidé, et puis on termine par Bruxelles pour ne vexer personne? Ou c'est une analyse qui ne tient pas la route? Écoutez, moi je ne vais pas m'attacher à ce genre de choses. Hier, j'avais une collègue vice-présidente d'un groupe qui enjoignait à Metsola d'aller signaler à Zelensky que ce n'était pas très sympa de terminer par Bruxelles. Je trouve ça vraiment pathétique. Il est allé aux États-Unis parce qu'il y avait un vrai risque que la nouvelle majorité à la Chambre des représentants coupe les vivres graduellement à l'Ukraine. Et donc là, il y avait vraiment un besoin immédiat. Et je vous rappelle que son voyage à Bruxelles, la date qui a été fixée, c'était le jeudi. Et puis après ça, il a combiné en rajoutant Londres et Paris. Mais honnêtement dit, si on commence en temps de guerre à se dire oui, mais non, mais on voulait être premier, etc., je trouve ça vraiment pathétique. Merci Philippe Lamberts, député européen, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Alain Denève, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Merci à tous les deux. Demain, c'est Thomas Dermine qui sera notre invité, le secrétaire d'État à la relance économique du gouvernement fédéral. Vous pouvez lui poser vos questions en nous envoyant un mail à plusdactu@bx1.be ou en interagissant avec les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et autres de BX1. Et puis moi, je vous retrouve aussi demain matin à partir de 7h25 pour Bonjour Bruxelles. Et notre invitée, l'une de nos invitées demain dans la matinale, ce sera Silje Van Acter, la chef de groupe de la NVA au Parlement bruxellois. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer et à demain.